Chers amis, bonjour, bienvenue sur le Verbe Haut TV. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Marc Obregon. Bonjour Marc. Bonjour ami. Vous êtes journaliste, mais avant tout écrivain, et je vous reçois aujourd'hui à domicile, si j'ose dire, puisque vous publiez aux éditions du Verbe Haut le deuxième tome d'Omega Town, qui est un spectaculaire roman d'anticipation dont on avait déjà eu l'occasion de parler ailleurs, dans lequel le lecteur est invité à suivre Victor Trévise, votre personnage principal, de retour dans un Paris dystopique après des années de guerre et de prison. Pour finir de payer sa dette à la société, le ministère des Recouvrements charge Victor d'une enquête sur un ingénieur aux activités hautement sensibles pour l'État, mais les choses, Marc, ne vont pas se passer comme prévu. C'est un très bon résumé. Alors, Victor donc, mène l'enquête sur cette famille, c'est la famille Baker, et notamment sur la fille de la famille, Zoé Baker, qui est soupçonnée de soutirer en réalité des informations à son père, et tout ça sur fond de numérisation croissante des interactions humaines. Victor, lui, se trouve encore dans son appartement parisien avec le doc, cette, euh, cet hologramme, on peut dire que c'est un hologramme qui va changer d'ailleurs d'apparence au fur et à mesure de la deuxième partie de l'ouvrage. On ne sait pas si, à un moment, il se demande si elle a été rebootée parce que pour le convenir davantage à ses désirs nouveaux. Euh, comment, comment vous avez construit la deuxième partie de cette histoire, là de Victor dans Megatown? Alors en fait, il faut savoir qu'à la base, le roman a été écrit d'une seule traite. Oui. Il a été divisé en deux parties pour des raisons éditoriales dont je vous passerai le menu. Et en fait, ça m'a quand même permis de revoir un peu la seconde partie. Déjà parce que finalement, comme vous le savez, le monde va tellement vite, et notamment les technologies qui ont trait à l'IA, qu'en fait, parfois, à moins d'être un prophète à la Philippe Cadic, on est un peu dépassé par soi-même en tant qu'écrivain par la réalité. Donc ça m'a permis de réajuster certaines choses au regard de l'actualité actuelle, enfin de l'actualité sur l'IA qu'on a vu déborder actuellement avec le sommet récent sur l'IA, avec, voilà, avec l'arrivée aussi de Trump au pouvoir qui a complètement débridé, on peut dire, l'économie de l'IA. Et donc, en fait, finalement, le principe de base, alors, outre que c'est une relecture d'Alphaville, le film de Godard, le principe de base, c'était d'imaginer un futur très proche où, en fait, très probablement, en fait, l'IA ne sera plus, ce ne seront plus des espèces de services de type Google collectif, mais en fait, ils seront adaptés à l'individu. C'est-à-dire que il y a très probablement, dans 4 ou 5 ans, on aura accès, en fait, à des IA personnalisées qui vont être entraînées sur notre propre quotidien, en fait, sur notre propre appréhension des choses, de nos recherches, etc. Et donc, en fait, ce seront en fait des assistants virtuels qui seront là, en fait, constamment pour apprendre de nous et aussi pour nous apprendre des choses. Donc, à partir de ce constat, j'ai essayé d'imaginer comment se déroulerait en fait un film, enfin, en récit néo-noir, comme on dit, c'est-à-dire en gros un récit de détective privé qui serait assisté par cette IA nature holographique et qui en plus, cette IA serait programmée en fait pour donc correspondre, enfin comment dire, pour coller finalement au desiderata du gouvernement. Voilà. Puisqu'en fait, c'est évidemment l'enquêteur en question est un pion du gouvernement. Donc à partir de là, en fait, le récit s'est construit assez naturellement comme un récit d'enquête, avec toujours en ligne de mire une petite ambition un peu métaphysique qui est d'imaginer donc, comment ce futur proche, comment la technologie peut finalement amener une sorte de révélation eschatologique. Voilà. Et donc, qui est en fait un peu dérisoire, puisque comme vous l'avez vu sûrement, la fin du livre, c'est un peu une sorte de ruban de Mobius finalement. On retourne un peu comme dans Last Away qui m'avait beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. On retourne un peu à une sorte de début, mais un début qui est alternatif, un début qui est modifié finalement par la fin elle-même. Donc voilà, donc c'est une sorte une manière de botter un peu en touche en fait. Et justement, sur cette question de l'intelligence artificielle, euh, il y a donc deux femmes centrales dans le roman qui sont le doc, avec
effectivement l'apparence au départ d'Anna Karina, une apparence qui évolue, qui se Zoé Beckeris, donc du nom de la fille de cet Mhm. ingénieur. Cette fille qui apparaît également au travers d'un chapitre, puisqu'elle elle se prostitue en fait en ligne d'une façon nouvelle, c'est-à-dire que des hommes payent pour ces services, mais qui sont des services numérisés eux aussi. Et on ne sait pas. Victor a du mal à se situer par rapport à ça. Il y a à la fois un désir spontané et en même temps on sent qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout parce que justement l'objet de ce désir n'est pas complètement humain. Oui, bah, vous savez, c'est la vieille question du fantasme, enfin de la femme qui est entrevue à travers le filtre d'une sorte de pulsion scopique, qui finalement qui est à la base du désir masculin, je pense, et dont la matrice pourrait être par exemple Bruges la morte, le fameux livre du Belge Rodenbach, qui en fait imagine comment un homme en fait qui perd sa femme va après avoir croisé une femme qui lui ressemble trait pour trait dans les ruelles de Bruges, en fait va développer tout un fétiche, tout un désir presque presque nécrologique autour de cette femme. Et donc, en fait, à partir de là, j'ai donc imaginé effectivement un double fantasme, un fantasme du début et un fantasme de la fin, finalement. Finalement, le fantasme d'Anna Karina qui donne ses traits à l'hologramme. Et en fait, on va dire que c'est le fantasme de la star de cinéma qui s'est peu à peu infusé finalement dans le réel et qui devient en fait qui devient la pièce maîtresse finalement d'un monde fantasmatique, d'un monde panoptique fantasmatique. Et de l'autre côté, il y a la jeune fille donc, qui reste éternelle en fait dans les rues des grandes villes et sur laquelle on va projeter également d'autres types de désirs qui cela s'incarnent de façon plus biaisée en fait, puisque toute jeune fille, finalement, n'est qu'une surface de projection, en tout cas pour un homme qui est dans une misère sexuelle telle que je montre dans le roman. Et donc, en fait, ces deux fantasmes, l'un commençant et l'autre finissant, s'articulent pour finalement d'en créer qu'un qui est donc la source de tous les maux du héros dans Megaton. Je ne sais pas si Et j'ai répondu à votre question. peut-être que, bien sûr, peut-être, Marc, en vous écoutant, que ça souligne aussi l'un des paradoxes de l'hypermodernité, à savoir à la fois la profusion de sollicitations, d'interactions, y compris sexuelles, et en même temps l'extrême solitude dans laquelle chacun d'entre nous avons tendance Oui, à... bien sûr. Et en fait, l'idée à la base que la jeune fille se prostitue, en fait, de façon virtuelle, finalement, parce qu'en fait, ce qu'elle donne, c'est son image. Ce qu'elle donne, c'est donc en fait pour résumer un peu pour les auditeurs, en fait, elle passe sur des espèces de serveurs qui en fait reproduisent finalement un environnement complètement numérique. En fait, techniquement, elle ne donne rien de sa chair, mais ce qui est quasiment pire finalement, parce que c'est ce qu'on voit actuellement avec tout ce qui est camgirl. En fait, ces jeunes filles se prostituent, offrent leur image. Et en fait, se sentir en se disant que finalement, elles ne pratiquent aucun acte. Et donc, elles pensent que du coup, elles sont dédouanées finalement de toute malédiction. Alors qu'en fait, à mon humble avis, finalement, le fait que leur image soit clonée à l'infini, et sert finalement ça va nourrir finalement des pulsions numériques, en fait, en fait des prostituées au carré quasiment, quoi. Des sortes de méta-prostituées, ce qui est sûrement encore pire qu'une bonne vieille prostituée de la rue Saint-Denis, voire bien pire, je pense, puisque leur image est dupliquée à l'infini, en fait. Et donc voilà, donc c'est à partir de ce constat que j'ai imaginé en fait comment une post-adolescente pouvait en fait devenir une sorte de maîtresse dominatrice impitoyable dans des mondes virtuels type métavers. Oui, parce qu'à un moment, il y a un protagoniste qui dit à Victor, tu te rends compte, c'est pas terrible ce qu'elle fait, mais dans le temps, elle aurait été obligée de rentrer dans une maison close, comme si effectivement c'était un moindre mal que cette Mm. constitution numérique. Et justement, en vous lisant, on a l'impression que la mécanisation de la société, la mécanisation des relations sociales va un peu de pair nécessairement avec le nihilisme moral. Oui, alors la mécanisation justement, c'est un peu tout comment dire, le paradoxe que j'essaie de montrer, c'est qu'à la fois effectivement en fait, il y a un silotage numérique qui nous confine peu à peu dans une sorte d'individualisme hystérique, outrancier. Et en même temps, il peut toujours y avoir, finalement, dans cette accumulation de couches de sens, de couches de réalité, il peut y avoir peu à peu quelque chose qui se révèle de l'ordre du divin, en fait. Et en fait, c'est tout l'intérêt de cette époque qu'on vit actuelle de singularité. C'est qu'en fait, on va arriver à une telle puissance de calcul bientôt qu'en fait, on sera peut-être en possibilité comment dire,
de reconstruire finalement les conditions de la création, les conditions même comment dire, de l'épigénésie cérébrale, et donc peut-être de comprendre comment finalement l'intuition vient à l'homme, comment Dieu finalement est venu en tant qu'intuition cosmique à l'homme, et donc de recréer les conditions d'une sorte d'épiphanie en fait. Voilà. Après, avec toujours ces questions, est-ce qu'elle serait réelle ou est-ce qu'elle serait simulée? Mais finalement, un Dieu simulé n'est-il pas un vrai Dieu? C'est toute la question que j'essaie de poser à la fin. Oui, c'est ce que dit notamment le chercheur détesté de beaucoup dans nos milieux, Harari, qui expliquait que l'intelligence artificielle pouvait peut-être même aller jusqu'à créer un nouveau dogme, et un dogme qui soit suffisamment convaincant Mhm. pour mobiliser les masses et cette dimension, comment dire, eschatologique, enfin, est vraiment très présente dans le livre Mhm. et on y reviendra après. Parmi les autres termes qui sont abordés, qui sont récurrents, il y a aussi celui de la drogue, des stupéfiants. Victor en consomme, comme beaucoup des personnages qu'il croise. Pourquoi dans ce roman sur l'hypermodernité avoir choisi d'accorder aux stupéfiants une place si centrale? Et évidemment, tout ça fait écho aussi à l'actualité qui est la nôtre. Donc peut-être la question c'est même plutôt pourquoi les stupéfiants sont devenus si nécessaires dans l'hypermodernité pardon, occidentale. C'est une très bonne question à laquelle il faudrait, je pense, plusieurs heures pour répondre, mais je pense qu'une première piste, ce serait peut-être de dire que le stupéfiant, tout comme l'environnement numérique, en fait, est un vecteur de l'individualisme. En fait, un drogué, c'est quoi? C'est un hyper-individu. Un drogué, c'est quelqu'un qui, en fait, qui crée un besoin artificiel pour, en fait, n'avoir plus que ça en ligne de mire, en fait. Et donc, par définition, un drogué n'a plus aucune empathie, parce qu'un drogué devient une machine à s'auto-alimenter. Donc pour moi, le drogué, finalement, est vraiment une sorte de martyr de la modernité, mais en plus un anti-martyr, puisqu'en plus, il n'a lui-même aucune empathie, en fait. Donc en fait, c'est vrai, il montre très bien ce paradoxe finalement du moderne, de l'hyper-moderne, en fait. Après, d'un point de vue, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est, comment dire, à tout ce qu'on appelle désormais les smart cities. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, dans l'économie des villes, la drogue est devenue presque une sorte comment dire, de lubrifiant social, évidemment, mais aussi de soupape économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des dealers de cocaïne ou d'autres drogues de synthèse qui vont utiliser les mêmes méthodes que les Uber pour se déplacer, qui vont faire de la publicité virale sur des réseaux sociaux, etc. Donc en fait, ça, c'est intéressant de voir comment finalement l'économie a naturellement aspiré finalement les stupéfiants pour en faire une sorte pour en faire une sorte de monde parallèle qui nourrit en fait l'imaginaire aussi de l'individu. Oui, d'ailleurs, sans dévoiler le texte, mais ça fait l'objet d'un développement assez amusant du roman où Victor recontacte l'un de ses anciens dealers, je crois qu'il s'appelle Jean Karim, et en fait, lui, il a passé 10 ans ailleurs, donc il redécouvre ce monde-là, et puis il découvre qu'aujourd'hui, on peut se faire livrer chez soi, etc. Et il y a Mm. tout ce développement qui est... Alors justement, est-ce qu'on n'a pas là affaire au péché au sens étymologique du terme, à savoir de manquer sa cible, c'est-à-dire que dans un monde désenchanté, finalement, on va tenter, par le biais, pour certains, de la psychose, de la névrose politique, pour d'autres, des substances stupéfiantes, de se rapprocher d'une forme d'absolu qu'autrefois on trouvait dans la pratique religieuse. Oui, bien sûr, finalement, on en va toujours au même constat, c'est que finalement, c'est le grand mal du siècle, de ce nouveau siècle, c'est avant tout la perte du collectif, c'est la perte du bien commun. Et évidemment, tous ces syndromes dont on vient de parler, c'est-à-dire en gros la drogue comme symptôme global du capitalisme, la numérisation, l'IA, en fait, sont des manifestations finalement de cette perte de sens du bien commun, de cette perte du collectif, en fait. Et donc, notamment, le silotage dans lequel on rentre fait qu'en fait, on voudrait pouvoir aujourd'hui, dans une sorte d'optique prométhéenne, on voudrait pouvoir en fait avoir une révélation, mais qui soit adaptée finalement à chacun. C'est-à-dire qui soit adaptée, donc, une sorte d'auto-religion, une sorte de religion personnelle finalement. Ce qui a commencé d'ailleurs avec la théosophie dans les années 50, qui est donné lieu au New Age, etc. Donc, et là, finalement, on est dans la phase terminale de tout ça, où en fait, les moyens mécaniques, les moyens cybernétiques, comme l'IA, vont nous permettre finalement de transformer en fait
c'est ce sorte de petit culte personnel finalement en réalité. Puisqu'aujourd'hui, enfin, dans quelques années, rien ne nous dit qu'on ne pourra pas effectivement vivre complètement dans une sorte de métavers qui sera arrangé un peu de façon démiurgique par nos soins. Et donc oublier de plus en plus finalement le réel. Enfin, qu'est-ce que le réel en fait? Finalement c'est un consensus cognitif, le réel. Donc c'est un collectif. Et en fait, peu à peu, ce réel est grignoté par le développement de ce qu'on appelle l'idios koinos, qui est en gros le cosmos intime, finalement. Est-ce que c'est pas un mal nécessaire? Est-ce que c'est pas un palliatif nécessaire dans un monde si désenchanté à nouveau? Ou est-ce que vous le percevez vraiment comme une menace? Sincèrement, je pense que si je veux toutefois m'arroger le titre d'écrivain de science-fiction, je pense qu'un écrivain de SF ne doit surtout pas juger, en fait. Il doit poser des questions, il doit lancer des pistes, mais bien loin de moi l'idée de vouloir juger ça et de dire si c'est une menace ou pas. Vous savez, récemment, j'ai parlé à un théologien de l'IA. Et très étrangement, en fait, lui était plutôt optimiste. En fait, il m'a dit, dans la mesure où moi, en tant que théologien, tout est un fruit finalement du travail divin, en fait. Donc l'IA y compris finalement. L'IA, finalement, c'est un produit de l'homme. Or, l'homme est un produit de Dieu. Donc pourquoi faire de l'IA une menace, forcément? Finalement, ce serait très réducteur, en fait. Donc, dans un point de vue vraiment chrétien, on peut se dire que rien n'est une menace et que tout sert la mission de Dieu, en fait. Alors justement, la fin, vous l'avez dit, c'est un retour à, à la source de vie, c'est un retour au Christ, une fin sublime. Je vous cite, je cite Victor, on m'a choisi par le grand moufti des constellations pour résister au vide, pour résister à la grande numérisation. Pourtant, j'étais personne, j'étais juste un petit banlieusard, accro aux mauvaises drogues, accro à tous ces trucs qui se cultivent dans les culs, dans les caniveaux. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables, pas comme les frontières de la vieille Mérope. Et si c'était du ciel, du côté du ciel justement que se trouvait le salut de Victor. C'est l'impression qu'on a à la fin de l'ouvrage. On a l'impression que après avoir manqué sa cible tant de fois, ça y est, il comprend la raison de sa présence sur Terre et il comprend quel est l'horizon vers lequel cheminer. Oui, alors effectivement, c'est une hypothèse possible. Après, on peut aussi s'imaginer que Victor a trouvé cette révélation justement dans son univers interne, en fait, et donc dans un univers clos. Et donc, en fait, toute la question, finalement, je pense, de toute la science-fiction, c'est justement de savoir si la révélation divine appartient à cet univers clos de l'intimité, cognitif, ou bien justement au monde collectif. Et pour moi, la meilleure fin possible, qui résume bien cette interrogation, c'est le dernier plan de cœur de Tarkovsky où on voit justement le héros qui revient dans sa datcha familiale, n'est pas dans sa Russie natale, mais bien sur la planète qu'il avait entrepris d'explorer. Voilà, donc ça c'est un plan vraiment séminal dans mon imaginaire et qui résume bien pour moi enfin, toute la question de la SF, en fait, qui est de savoir si ce monde est bien le nôtre, déjà, évidemment, et de savoir comment l'habiter, en fait. Merci beaucoup, Marc. Lisez le deuxième tome Mais je vous en prie, d'Omegaton Rémi. vraiment, parce que l'écriture, c'est un hommage incroyable à la langue française et une langue qui est euh, mise au goût justement de cette hypermodernité pour en saisir toute la substantifique moelle. Lisez vraiment cet ouvrage, le tome 2 d'Omegaton. On en a eu l'occasion de parler du tome 1 il y a quelques mois, il y a un an maintenant, je regardais ça il y a un an Tout maintenant à fait. sur une autre chaîne YouTube que nous saluons. Et cet ouvrage, le tome 2 d'Omegaton, est disponible donc sur la boutique en ligne des éditions du Verbe-Haut. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne, vous savez que c'est important pour notre référencement et pour continuer à gagner en visibilité. À très bientôt sur le Verbe-Haut TV. À très bientôt Marc. Merci, Rémi. À bientôt.